Il y a des guerres que l'on regarde de loin, confortablement installées dans la certitude que ça ne nous touchera pas vraiment. Et puis il y a des guerres comme celle-ci, des guerres qui commencent dans le Golfe Persique et finissent par secouer Tokyo, Paris, Séoul et Taipei. Des guerres dont on pensait qu'elles seraient terminées en 4 semaines et qui, 27 jours plus tard, continuent de remodeler l'ordre mondial à une vitesse que personne n'avait anticipée. Parce qu'il faut être honnête, dès le départ, sur ce qui se passe réellement. Ce que nous observons depuis le 28 février 2026 n'est pas une simple frappe chirurgicale américano-israélienne sur un pays récalcitrant. Ce n'est pas une punition rapide suivie d'une capitulation prévisible. Ce que nous observons, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dangereux et de beaucoup plus révélateur sur l'état réel du monde en 2026. L'Iran ne perd pas cette guerre, l'Iran est en train de la transformer. Salut à tous, je réponds au nom d'Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez ce contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo pour aider notre chaîne à grandir. Merci de l'avoir fait, on continue. Commençons par ce que personne n'ose vraiment dire clairement. Les États-Unis sont entrés dans ce conflit avec une conviction simple. La supériorité technologique absolue se traduit automatiquement en victoire rapide. 2 porte-avions, des bombardiers furtifs B-2, des missiles Tomahawk, l'alliance avec Israël, le soutien discret des monarchies du Golfe. Sur le papier, le rapport de force est écrasant. Dans les faits, la réalité du terrain est en train de raconter une histoire radicalement différente. Et cette histoire mérite d'être racontée avec la précision qu'elle exige, parce qu'elle change la définition même de ce que signifie être une superpuissance en 2026. Le 4 mars 2026, au large de Galles, à l'extrême sud du Sri Lanka, la frégate iranienne Dena a été coulée par ce que tout indique être une attaque sous-marine américaine. 101 disparus. Le premier navire coulé par un sous-marin américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Washington a tenté de minimiser l'événement. Téhéran l'a exploité au maximum. Et il avait raison de le faire. Parce que ce qui se passe ici, dans ces eaux lointaines, à des milliers de kilomètres du Golfe Persique, dit quelque chose d'essentiel sur la nature de ce conflit. L'Iran se bat partout, dans le Caucase où ses drones ont frappé l'aéroport de Nakhichevan, à Chypre, à Dubaï, au Sri Lanka. Cette dispersion n'est pas du désespoir. C'est de la doctrine. C'est l'application d'une philosophie militaire construite sur des décennies d'un principe simple. Obliger l'adversaire à surveiller 1000 fronts simultanément jusqu'à ce qu'il s'épuise à tous les défendre. Mais pour comprendre la profondeur de ce qui se joue, il faut regarder ce que l'Iran vient de faire à la capacité de vision américaine dans cette région. Et là, les chiffres sont éloquents. Les États-Unis opèrent dans la zone avec des batteries THAAD, ces systèmes de défense antimissiles de haute altitude dont chaque unité radar représente une infrastructure technologique irremplaçable à court terme. En quelques jours de guerre seulement, 4 de ces 8 batteries ont été endommagées ou détruites. Ce chiffre, confirmé par des images satellites analysées par des institutions indépendantes, représente l'équivalent d'une amputation chirurgicale de la moitié du système nerveux antimissile américain dans tout le Moyen-Orient. Le coup le plus spectaculaire a été porté au Qatar. Là-bas se trouvait un radar d'alerte avancé AN/FPS 132 Block 5, le joyau technologique de la surveillance balistique longue portée, construit pour une valeur d'1 milliard et 100 millions de dollars. Un seul missile iranien a décidé du contraire. Sans ce radar, chaque système tchadé de la région fonctionne désormais à l'aveugle. En Jordanie, une batterie entière a été touchée, des cratères de 4 mètres de profondeur visibles sur les images satellites. Aux Émirats arabes unis, les bâtiments abritant les systèmes radars d'une autre batterie ont été frappés. En Arabie saoudite, de la fumée s'est élevée de la base aérienne Prince Sultan. La question que tous les analystes se posent est celle-là. Comment l'Iran a-t-il obtenu cette précision ? Comment a-t-il su exactement où se trouvaient ces installations ultra-secrètes, dispersées sur 5 pays différents, frappées simultanément avec une coordination que même des armées de premier rang auraient eu du mal à exécuter? L'Iran n'a pas de satellite de reconnaissance de dernière génération couvrant en temps réel chaque coin de la planète. Il n'a pas un réseau de renseignement mondial comparable à la CIA. Alors, comment ? La réponse a commencé à filtrer. La Russie, depuis le premier jour du conflit, transmet à l'Iran des informations de ciblage en temps réel, les positions des navires de guerre américains, les mouvements des avions de combat, les coordonnées précises des systèmes radars, ce que des officiels américains ont décrit comme un effort systématique et délibéré de la part de Moscou pour permettre à Téhéran de frapper là où cela fait le plus mal,
La Russie n'est pas entrée en guerre formellement. Elle ne bombarde pas. Elle ne tire pas. Elle reste en dessous du seuil de la cobelligérance directe, ce qui lui permet de nier plausiblement toute implication tout en déplaçant vers Washington le fardeau d'une confrontation directe avec Moscou. C'est une posture précisément calibrée et elle révèle la main d'un stratège qui a appris des années de guerre hybride à utiliser l'ambiguïté comme arme principale. La logique de Moscou dans tout cela est d'une limpidité que même ses adversaires ne peuvent contester. Les États-Unis ont utilisé l'Ukraine comme instrument de pression contre la Russie en fournissant à Kiev des armes, des renseignements, une couverture diplomatique pour maintenir Moscou dans un état d'usure permanente. Aujourd'hui, Moscou retourne l'instrument. L'Iran est pour Poutine ce que l'Ukraine est pour Washington. Un proxy qui consomme les ressources adverses sans que le sponsor principal n'ait à apparaître au front. La symétrie est parfaite. Et Moscou la revendique avec une satisfaction à peine dissimulée. L'escalade au Moyen-Orient détourne l'attention de l'Ukraine. C'est simplement un fait. Et puis il y a la Chine. Si la Russie joue un rôle actif mais discret, Pékin joue un rôle encore plus silencieux mais dont l'impact sur le cours de ce conflit pourrait s'avérer tout aussi déterminant. Il y a un précepte stratégique profondément ancré dans la culture diplomatique chinoise, cacher sa force, bider son temps, ne pas montrer ses cartes, agir dans l'ombre tant que l'ombre suffit. Et c'est précisément cette philosophie que Pékin applique avec une discipline remarquable depuis le 28 février. Parlons du gallium. Ce métal rare dont on ne parle jamais en temps ordinaire est soudainement au centre de toutes les discussions stratégiques dans les couloirs du Pentagone. Reconstruire le radar détruit au Qatar nécessite environ 77 kg de gallium. Ce chiffre semble dérisoire jusqu'à ce qu'on réalise un fait essentiel. La Chine contrôle plus de 80% de la production mondiale de ce métal. Depuis juillet 2023, Pékin a imposé des restrictions à l'exportation, officiellement pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions sont toujours en vigueur, ce qui signifie concrètement que si les États-Unis voulaient aujourd'hui reconstituer leur capacité radar détruite au Qatar, ils se heurteraient à une muraille chinoise invisible, mais parfaitement efficace. Pas besoin de tirer un seul missile. Il suffit de contrôler la chaîne d'approvisionnement en matériaux critiques pour que la supériorité technologique américaine se transforme en vulnérabilité systémique. Et puis il y a la guerre des stocks. L'arithmétique impitoyable que les communiqués militaires et les images de missiles traversant le ciel nocturne ont tendance à faire oublier. Un drone Shahed iranien coûte entre 20 et 30 000 $ à produire. Un intercepteur PAC-3 du système Patriot dépasse largement 13 millions de dollars selon les contrats les plus récents. Abattre un drone avec un PAC-3, c'est dépenser 400 fois sa valeur pour neutraliser une menace. Si l'Iran envoie 1000 drones dans une nuit et que les défenseurs les abattent tous avec des Patriots, ils viennent de brûler 13 milliards de dollars en quelques heures. C'est une saignée financière qu'aucune armée ne peut soutenir indéfiniment. Et pendant ce temps, l'Iran continue de produire des drones à un rythme que les bombes américaines sur ses usines n'ont pas encore réussi à stopper. Marco Rubio avait lui-même concédé publiquement que les États-Unis produisaient 6 à 7 intercepteurs Patriots par mois, soit à peine 80 unités par an dans le meilleur des cas, à comparer aux 600 missiles balistiques que l'Iran est capable de fabriquer chaque mois dans ses usines dispersées et enterrées sur l'ensemble du territoire national. Ce déséquilibre productif est structurel. Il ne peut pas être comblé en quelques semaines, quand bien même le Pentagone obtiendrait du Congrès les fonds d'urgence qu'il a commencé à solliciter pour reconstituer des arsenaux vidés simultanément par l'Ukraine et le Golfe. Dans les premiers jours du conflit, les alliés américains de la région avaient déjà consommé plus de 800 missiles Patriots, plus que l'Ukraine n'en avait reçu depuis le début de l'invasion russe en 4 ans. Ce chiffre dit tout de la nature insoutenable de la logique d'interception conventionnelle face à une guerre de saturation comme celle que mène l'Iran. Et des sources régionales avaient commencé à faire circuler quelque chose d'inédit. Si Washington ne pouvait pas leur fournir des remplacements immédiats, certaines monarchies du Golfe envisageraient de retirer leurs investissements massifs des marchés financiers américains. Une perspective qui avait immédiatement provoqué des turbulences discrètes dans les salles de trading de Wall Street. Le conflit militaire produisait déjà ses premières répliques économiques. Il y a dans tout cela un paradoxe d'une ironie presque littéraire. L'Ukraine. Volodymyr Zelensky, l'homme que Donald Trump avait humilié publiquement à la Maison-Blanche quelques semaines plus tôt dans une scène qui avait fait le tour du monde. L'homme dont le pays était en guerre depuis 4 ans contre une Russie appuyée par l'Iran via les drones Shahed est désormais sollicité par Washington pour venir aider à défendre les bases américaines du Golfe contre ces mêmes drones iraniens. Le monde a une façon cruelle de retourner les situations. Kiev a développé
dans le creuset de 4 années de guerre asymétrique, un système de défense anti-drone en couches multiples qui ne repose pas sur des intercepteurs coûteux, des drones tueurs moins chers envoyés pour chasser les Shahed, des mitrailleuses lourdes repositionnées sur des points stratégiques, des filets électroniques de brouillage, des unités spécialisées capables d'identifier et de neutraliser les essaims dans l'obscurité. En 2025, l'Ukraine avait produit 100 000 drones intercepteurs. Sa capacité de production avait été multipliée par 8. Et maintenant, en échange de missiles Patriot, dont elle manque désespérément pour défendre ses propres villes, Zelensky propose ce savoir-faire aux pays du Golfe. Les experts ukrainiens envoyés dans la région vont se retrouver à combattre exactement les mêmes armes que la Russie tire chaque nuit sur les villes ukrainiennes. Les Shahed iraniens, qui s'abattent sur Dubaï, et les bases américaines sont les cousins directs des Gerand 2 qui détruisent les infrastructures électriques de Kiev. La guerre s'est refermée sur elle-même dans un cercle vertigineux dont personne ne voit encore clairement l'issue. Puis, il y a Dubaï. Cette vitrine rutilante du capitalisme du Golfe, ce paradis fiscal que tout le monde croyait protégé par sa neutralité calculée et par la présence américaine dans la région. Des drones iraniens ont frappé des zones résidentielles. 2 morts à Abu Dhabi. 6 blessés dans la zone industrielle. L'aéroport international du Qatar avait enregistré l'annulation de 94% de ses vols. Les usines de liquéfaction du gaz naturel qatari à Ras Laffan s'étaient arrêtées, forçant Doha à déclarer la force majeure sur ses contrats d'exportation, représentant 21% du commerce mondial de ce produit. Les pertes financières directes des Émirats arabes unis dépassaient 2 milliards de dollars par jour. Ces pays qui avaient pensé acheter leur sécurité par leur alliance avec Washington découvraient qu'ils avaient en réalité acheté leur vulnérabilité, et ils étaient furieux. Pas contre l'Iran, contre Washington. Ces frappes ne sont pas des erreurs de trajectoire. Ce sont des avertissements diplomatiques adressés avec une précision chirurgicale aux monarchies qui ont activement encouragé l'attaque contre l'Iran. Et le président iranien a formulé une proposition d'une clarté stratégique remarquable à l'attention de ces pays. Si vous refusez à Washington le droit d'utiliser votre sol, vos eaux territoriales, votre espace aérien pour mener des frappes contre l'Iran, alors l'Iran cessera les attaques contre vous. Ce que les médias américains ont rapidement qualifié de tentative de diviser l'alliance est en réalité quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est une démonstration de force présentée sous les habits de la négociation. Et l'Arabie saoudite, dont les tentatives de back-channel diplomatique avec Téhéran se sont multipliées depuis le début du conflit, comprend mieux que quiconque ce que cela signifie. Riyad n'a jamais voulu cette guerre. Elle lui a été imposée par une dynamique dont elle ne contrôle aucun des paramètres essentiels. Et Trump dans tout ça? Trump avait promis 4 semaines. Il avait déclenché cette guerre avec des objectifs déclarés ambitieux. Détruire les capacités balistiques iraniennes, prévenir l'accès à l'arme nucléaire, provoquer un changement de régime. 27 jours plus tard, il reporte ses ultimatums, négocie en secret et prétend que c'est l'Iran qui supplie. La Maison-Blanche alterne entre menaces fracassantes et signaux de négociation dans une cacophonie qui trahit une réelle désorientation. Ce n'est pas ainsi que les grandes puissances se comportent quand elles gagnent. Trump a bâti toute sa carrière politique sur l'image de l'homme qui gagne, qui fait des deals, qui écrase ses adversaires. Cette guerre est en train de devenir le contre-récit de cette image. Il a promis 4 semaines et livre une guerre sans fin visible. Il a promis de forcer l'Iran à capituler et c'est lui qui reporte ses propres ultimatums. Un sondage CNN publié en pleine semaine de guerre livrait un chiffre qui devrait refroidir les ardeurs les plus bellicistes. 12% des Américains soutiennent une invasion terrestre de l'Iran. 12%. Et seulement 27% soutiennent la guerre en général sous quelque forme que ce soit. La Chambre des représentants elle-même, dominée par les républicains, avait rejeté d'une courte majorité une résolution qui aurait obligé Trump à obtenir l'autorisation du Congrès avant de poursuivre les opérations. Le soutien n'est pas massif, il s'effrite. Et l'Iran, lui, a tout le temps du monde. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fermant Hormuz, l'Iran n'a pas seulement frappé les États-Unis, il a frappé tout le monde. Et c'est précisément là que réside la sophistication de cette stratégie. L'Iran a transformé sa propre résistance en levier de pression mondiale. 20% du pétrole mondial transite par ce corridor de 33 km. Chaque pays qui souffre de la hausse des prix de l'énergie, chaque gouvernement qui voit son économie ralentir, chaque hôpital en Afrique subsaharienne qui commence à manquer de médicaments parce que les routes de livraison sont devenues 2 fois plus longues et 2 fois plus chères, tous ces acteurs deviennent involontairement des alliés de la position iranienne. Pas par solidarité idéologique, pas par sympathie avec le régime de Téhéran,
mais parce que leurs intérêts économiques immédiats les poussent à réclamer la fin de cette guerre. La Thaïlande rationne le carburant. Les compagnies aériennes européennes réorganisent leurs routes. Et plus il y a de voix dans le monde qui réclament la désescalade, moins Trump peut se permettre de l'ignorer sans en payer le prix politique. En janvier 2026, 6 semaines avant le début de la guerre, les rues iraniennes brûlaient d'une autre colère. Des millions d'Iraniens manifestaient contre leur propre gouvernement, contre la corruption, contre l'inflation, contre des décennies de mauvaise gouvernance. Le régime était fragilisé comme il ne l'avait jamais été. Et puis les bombes américaines sont tombées, et quelque chose s'est retourné. Pas universellement, pas de manière totale, mais suffisamment pour que la dynamique politique intérieure bascule. Parce que quand des bombes étrangères tombent sur votre ville, l'identité nationale prend le dessus sur les griefs politiques. C'est un mécanisme aussi vieux que la guerre elle-même. En attaquant l'Iran, Washington a offert au régime iranien ce qu'il ne parvenait plus à obtenir seul depuis des mois. Un ennemi extérieur capable de souder la population derrière le drapeau. C'est l'une des erreurs les plus classiques de l'interventionnisme militaire, et Washington la commet une fois de plus avec une régularité déconcertante. À Taïwan, on observe avec une attention particulière ce qui se passe dans le Golfe. Les États-Unis, pour alimenter leurs opérations au Moyen-Orient, ont commencé à rapatrier des intercepteurs Patriots et des capacités de défense antimissiles depuis les bases qui protégeaient Taïwan et la péninsule coréenne. Chaque intercepteur transféré vers le Golfe est un intercepteur en moins entre Taipei et les missiles balistiques du Parti communiste chinois. Pékin ne regarde pas cela sans calculer ce que cela signifie pour ses options d'avenir sur l'île. La même arithmétique s'applique à la Corée du Sud. Les batteries Patriots déployées là-bas s'amenuisent sous la pression du réapprovisionnement vers le Moyen-Orient. Pyongyang observe, calcule, prend note de la distraction américaine, et il n'est pas exclu que le régime de Kim Jong-un voit dans cette période une fenêtre de manœuvre qu'il n'aurait pas en temps normal. La sénatrice Elizabeth Warren, après avoir assisté à un briefing classifié de l'administration Trump, avait déclaré à ses collègues que la situation était bien pire que ce que vous pensez. Ce n'est pas le langage d'une femme politique satisfaite de la conduite d'une guerre victorieuse. C'est le langage d'une élue qui a vu des chiffres et des estimations qui contredisent radicalement le discours officiel. Avec 25 000 soldats américains déployés dans la région, un 3e porte-avions en route, la 82e division aéroportée en alerte maximale et des murmures croissants autour d'une invasion terrestre que seulement 12% des Américains soutiennent, Trump est en train de construire les conditions d'un Afghanistan version Golfe, un engrenage dont il ne voit pas encore le mécanisme de désengagement. L'Iran, lui, n'a pas besoin de mécanisme de désengagement. Son histoire est faite de résistances qui ont duré des années, des décennies. Son peuple a traversé des épreuves que peu de nations ont connues, des sanctions paralysantes pendant 40 ans. Une guerre de 8 ans contre l'Irak soutenue par l'Occident. Des assassinats ciblés de ses meilleurs scientifiques et généraux. Chaque fois, il a tenu. Cette endurance n'est pas de la passivité. C'est une culture de la résistance enracinée dans une conscience historique longue que Washington semble structurellement incapable d'intégrer dans ses calculs stratégiques. L'Iran n'a pas besoin de la destruction totale de l'adversaire pour s'estimer victorieux. Il a besoin de survie. Et la survie, il est en train de la démontrer jour après jour, missile après missile, radar après radar, arraché à la surveillance américaine. Ce qui se joue ici au fond, c'est une question que l'histoire pose toujours à ceux qui confondent la puissance brute avec la sagesse stratégique. Peut-on gagner une guerre contre un peuple qui a décidé qu'il ne perdra pas? Les Américains ont détruit l'Afghanistan. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont renversé Kadhafi. À chaque fois, la victoire militaire initiale a été suivie d'un bourbier, d'une décomposition, d'un retrait honteux ou d'un chaos durable. L'Iran est plus grand, plus peuplé, plus organisé et plus soutenu que chacun de ses précédents. Et cette fois, derrière lui, il y a Moscou qui transmet des coordonnées. Il y a Pékin qui tient le gallium. Il y a Kiev qui, malgré elle, enseigne au monde comment survivre à la guerre des drones. Le monde multipolaire que Poutine, Xi et les gardiens de la révolution appelèrent de leurs vœux depuis des années n'est peut-être pas en train d'être annoncé par un discours ou un traité. Il est peut-être en train d'être construit brique par brique, radar par radar, détruit dans le ciel brûlant du golfe Persique. Ce que nous observons depuis le 28 février 2026, c'est la fin d'une illusion. L'illusion qu'un rapport de force suffisamment écrasant sur le papier se traduit automatiquement en victoire rapide sur le terrain. L'illusion que la supériorité technologique rachète l'absence de stratégie. L'illusion qu'un peuple sous les bombes capitule nécessairement face à celui qui le bombarde. L'Iran est en train de démolir ces illusions une par une, méthodiquement, sous les yeux du monde entier. La frégate Dena gît au fond de l'océan Indien. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Dubaï a tremblé sous les missiles.
Les radars américains ont été aveuglés au Qatar, en Jordanie, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Et pendant que Trump reporte ses ultimatums, pendant que ses généraux élaborent des plans d'offensive terrestre que 12% des Américains soutiennent, pendant que ses alliés du Golfe comptent leurs pertes en milliards de dollars par jour, l'Iran, sous les bombes, continue de tenir, continue de produire, continue de résister. Ce n'est pas une victoire militaire au sens classique du terme. C'est quelque chose de plus subtil, de plus durable et de beaucoup plus important pour la suite de l'histoire. C'est la démonstration qu'un pays peut refuser le scénario qu'on lui a écrit, que la résistance n'est pas réservée aux puissants, que le rapport de force n'est jamais aussi simple que le nombre de porte-avions déployés ou le budget militaire affiché, et que, dans la grammaire de la puissance au XXIe siècle, refuser la victoire à son adversaire, c'est déjà une forme de victoire. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, le 27 mars 2026, c'est que cette guerre a déjà changé le monde. Pas de la façon dont Trump l'avait prévu, et pas non plus de la façon dont les chancelleries occidentales l'espéraient. Elle l'a changé parce qu'elle a révélé, devant le monde entier, les limites réelles de la domination américaine. Et cette révélation, une fois faite, ne peut pas être défaite. Alors voilà ce que je vous demande. Ne regardez pas cette guerre comme un simple spectacle géopolitique lointain. Regardez-la pour ce qu'elle est réellement, le révélateur d'un monde en train de se recomposer sous vos yeux. Un monde où les règles que les uns ont imposées aux autres commencent à s'appliquer à tout le monde. Un monde où la résistance d'un peuple sous les bombes peut changer la trajectoire de l'histoire. Informez-vous, questionnez les récits officiels, partagez cette analyse avec ceux qui croient encore que cette guerre est simple, rapide et propre. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Et plus vite le monde l'admettra, plus vite il sera possible d'imaginer une sortie qui ne soit pas fondée sur la capitulation totale de l'un ou l'anéantissement de l'autre. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les peuples qui paient le prix des guerres que les puissants décident. Et ce prix-là, il est déjà trop élevé.